L'Institut n'est pas directement compétent pour accompagner les victimes de violences conjugales, mais nous avons pour mission notamment de publier, de faire des recherches indépendantes et de les publier, de publier des avis et des recommandations, tout comme le Conseil pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et il ne faut pas non plus oublier la dimension genre, c'est-à-dire que parmi les victimes, il y a aussi des hommes, oui, à peu près 20%, et parmi les auteurs, il y a aussi des auteurs de sexe féminin. Oui. Et bon, ça c'est une manière de voir les choses, et il y a aussi souvent ce qu'on oublie, une dimension dans tous les couples, et donc aussi dans les couples homosexuels. Et là, on peut voir qu'il y a une différence, encore une plus grande invisibilité de la question de la violence conjugale dans les couples de lesbiennes que dans les couples de gays. Il est important pour les victimes d'abord de trouver de l'aide, parce que rester seul, enfermé chez soi est sans doute la moins bonne des solutions. Chaque année, il y a des campagnes qui s'appellent pour les jeunes, si ma mémoire est bonne, Haine sans violence, et qui c'est aussi basé sur des recherches, des études qui montrent qu'effectivement, malheureusement, ça commence très tôt, et que par exemple, quand le petit ami contrôle le GSM de sa copine ou l'engueule parce qu'elle a mis une mini-jupe, il est temps d'intervenir. Et donc c'est aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a fait la campagne Fred et Marie. Il y a un premier élément, c'est que toute cette violence intrafamiliale qui se passe dans le secteur privé a un impact dans le monde du travail. Et pour le moment, il y a plusieurs projets avec les organisations syndicales, notamment, il y a un autre projet européen qui essaye de sensibiliser le monde de l'entreprise à cette chose-là. Mais il y a aussi toute la violence que subissent les femmes dans le monde du travail, que ça soit du harcèlement sexuel ou vraiment du sexisme. Je veux dire qu'avoir à longueur de journée des remarques à caractère sexuel, c'est aussi extrêmement fatigant sur le plan psychologique et violent. Et donc la loi sur le sexisme qui date du mois d'août 2014, donc c'est la loi la plus récente, doit encore vraiment être connue, notamment dans le milieu du travail. Elle ne s'adresse pas qu'au harcèlement de rue, je veux dire, son spectre est beaucoup plus large. Et là, il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire. On a une orientation médicale, mais aussi psychologique. Ici, on est attentif à tout. Parce qu'on parle de mariage forcé, on parle de mutilation, on parle plus de violence aiguë qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'une jeune fille de 20 ans qu'on marie avec un homme de plus de 60 ans, déjà, le cadre, c'est là. On dit, bon, voilà, c'est pas compatible. Une jeune fille très jeune avec un homme de 60 ans. Il y en a qui ont demandeur d'asile, mais d'autres, ce sont des regroupements familiaux, mais qui n'est pas souvent connu par notre public. Mais maintenant, de petit à petit, du fait que les animateurs en parlent et bouche à l'oreille, les autres aussi prennent les informations qui viennent demander pour la protection de leurs enfants. Donc, la mère elle-même qui a subi des mutilations génitales féminines et qui connaissant les problématiques, mais qui ne peut pas faire face à la famille, pour dire non aux mutilations. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est prendre la fuite avec ses enfants pour aller chercher une aide ailleurs. Et de voir qu'ailleurs aussi, il y a une possibilité de conserver leurs enfants intacts. Concrètement, une personne qui arrive au GAMS, elle a un premier entretien avec une assistante sociale ou une accueillante.
qui la reçoit pendant 1 heure et demie. Si c'est une famille, ça prend plus de temps. Et pendant tout cet entretien, mes collègues essayent de voir avec la personne quelle est sa demande. Parfois, elle peut raconter son parcours, mais c'est surtout de se centrer, ben voilà, qu'est-ce que nous on peut faire pour elle. Et là, nous pouvons répondre de manière différente. Alors, soit, comme l'a dit Kadia, l'orienter au niveau médical, si la personne a un certain problème gynécologique, vers des spécialistes. Soit la demande est purement une aide par rapport à une protection d'une petite fille qu'il faut préserver de l'excision, que la maman a fui pour l'aider à ne pas être excisée. Donc là, c'est une aide un peu plutôt en lien avec la demande d'asile. Quand on nous signale qu'il y a telle famille qui part, ou bien c'est la famille elle-même qui nous contacte et qui nous dit « on a peur que mon enfant soit excisé si jamais je retourne au pays », alors c'est tout un travail d'accompagnement de la maman, de la renforcer au niveau de ses capacités à dire non à la famille. Mais c'est aussi de lui remettre certains outils qu'elle peut montrer à la famille en lui disant « vous savez, moi là-bas, si je reviens avec une enfant excisée, je risque d'avoir des problèmes. » Et puis on prend aussi contact avec quelqu'un sur place qui va venir sensibiliser la famille. Quelqu'un qui a fui, qui a laissé tout derrière elle pour juste conserver l'intégrité physique de son enfant, et puis c'est prouvé que A à Z, qu'elle-même elle est victime de mutilation génitale féminine. Là, on ne peut pas dire que c'est une menteuse, parce qu'il y a le preuve de médical. On peut prouver. Et donc, j'ai quitté tout pour sauver mon enfant. Je pense que la Belgique n'est pas aussi en oreille sourde. Hein. Et non, et donc non, vous saluez oui, non. Ça, moi, je tire mon chapeau parce qu'au niveau de l'Europe, la Belgique a fait beaucoup. On a fait beaucoup de lobby. On a demandé que l'Office des étrangers, qui prend compte de ces violences, et que les femmes qui sont victimes de mutilations génitales féminines, c'est une torture. On peut dire que la violence conjugale peut toucher toutes les personnes, en fait, donc hommes, femmes, de tout âge, il n'y a pas d'auteur type. Par contre, je dirais la majorité des personnes que nous accueillons ici viennent par le biais de la justice. Le premier contact se fait par téléphone, généralement. Donc, on reçoit des demandes, des appels de personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, parfois effectivement sous la contrainte, parfois volontaire. Et suite à ça, on les invite à les rencontrer de manière individuelle. Donc, tous les travailleurs ici à Praxis sont assistants en psychologie, psychologues, criminologues. Et alors, on les rencontre individuellement pour, évidemment, entendre leurs demandes, savoir qu'est-ce qui leur cause problème, éventuellement déterminer avec eux si nous sommes la bonne place pour les accompagner. Et à travers ces premiers entretiens, on crée déjà un lien, on cerne la demande pour éventuellement entamer la démarche. La très grande majorité des personnes qui viennent nous voir sont des hommes, de l'ordre de 90% très certainement. La sensibilisation liée aux violences faites aux hommes, c'est quelque chose de très récent dans nos sociétés, donc c'est quelque chose qui émane tranquillement. Il y a certains colloques qui émanent, notamment à ce sujet dernièrement. Nous avons un groupe pour femmes auteurs de violences qui roule de manière hebdomadaire. Le groupe permet aux personnes de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette situation. Et qui sont aussi accompagnés, qui sont aussi écoutés, je pense. Tout à fait. Et qu'il y a des professionnels qui peuvent les accompagner sans les juger. On est impliqué auprès de plusieurs partenaires, notamment à Bruxelles ici. On travaille depuis peu maintenant avec la Maison Rue Verte, qui est, que vous connaissez, voilà, qui accueille principalement des femmes qui sont en situation difficile, notamment en violence conjugale, et qui a un regard particulier sur l'impact de ces violences pour les enfants, notamment, puisqu'on parle de violence familiale également. Alors, comment ça se déroule? Si on peut un peu démystifier, l'aide passe avant tout par le travail de responsabilisation. Se responsabiliser en violence conjugale et familiale, ça veut dire travailler sur ses comportements, démystifier certaines croyances, certaines valeurs qu'on peut avoir sur la famille, sur les relations de couple, sur ce que c'est vivre dans l'intimité. On ne s'en rend pas compte, mais on est tous un peu construits dans nos sociétés par la culture, par ce qui nous entoure, et donc, effectivement, et on n'est pas toujours conscient de ce qui nous habite. Et donc, une des premières choses dans le travail de groupe avec les auteurs, c'est de démystifier, de déconstruire un peu tout ça. La chose la plus importante, c'est la sécurité
et le développement de toutes les personnes impliquées. Donc, si on parle d'une cellule familiale, c'est les enfants, c'est la compagne, c'est le compagnon. Donc, pour ces femmes qui sont sans papier et qui ont peur, l'important, c'est probablement avant tout de se mettre en sécurité, d'appeler des refuges pour femmes, d'appeler la ligne 0830 030, d'avoir des conseils. Et ces ressources-là sont disponibles pour toutes les femmes qui habitent actuellement en Belgique. Et donc, ce sont des ressources qui existent, qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans l'optique de dénoncer si elles sont sans papier, mais qui sont vraiment là pour les protéger. Et alors, dans un deuxième temps, évidemment, on invite ces personnes à éventuellement, si elles restent avec leur compagnon qui est violent, à donner le numéro de Praxis. Les gens viennent dans le cadre de la médiation et nous, on reste à cheval sur les principes, sur les fondamentaux de la médiation. Si on revisite la définition même de la médiation, nous trouvons par exemple le processus, la construction ou la reconstruction du lien, la responsabilisation et l'autonomisation. Donc, pourquoi je parle de la responsabilisation et de l'autonomisation? C'est parce que les gens qui viennent ne viennent pas chercher des solutions chez nous. On les amène à apporter leurs propres solutions. Lorsque les gens viennent chez nous, la relation de confiance est plus vite établie parce qu'effectivement, il y a toujours cette crainte un peu de l'autorité et on peut comprendre que dans les milieux ici, dans les milieux urbains, parfois on ne fait pas confiance à la police, on a peur de la police et qu'effectivement, donc les gens sont peut-être plus à l'aise avec nous que dans un commissariat. Et quelque part, oui, on a plus de facilité à aborder certains sujets aussi. La personne, peut-être ne se sentira pas jugée lorsqu'elle va se confier à nous. On a dégorgé la police de 3550 appels par an, ce qui est tout à fait énorme. Et à côté de ça, il y a les gens qui viennent comme ça, oui, directement, soit par notre voie téléphonique, soit parce qu'ils nous ont vu passer dans la rue, soit parce qu'ils nous ont vu au marché. Si on est dans le jugement, le juge le fait déjà très bien. Et ici, les gens peuvent parler librement et le seul moment où on peut sortir du secret professionnel, c'est à partir du moment où il y a un danger imminent, où il y a des mineurs qui sont en danger. Voilà. Mais en dehors de ça, tout ce qui s'est dit, ça reste ici. Et que la personne, si elle-même en sortant d'ici le dise à une autre personne, ça n'engage que la personne. Nous sommes dans les dynamiques d'écoute, d'accompagnement et d'apporter une aide aux personnes qui viennent nous voir. Qu'ils soient victimes, qu'ils soient auteurs, notre objectif n'est pas de les juger. C'est de lui faire prendre conscience quels sont ses moyens à sa disposition et c'est à elle de faire ce choix. Et à partir du moment où elle vient ici au bureau et qu'elle nous dit voilà, j'ai fait un choix, je veux ça comme solution, je veux ça, là, notre rôle de relais est important. C'est là où on va rediriger la personne vers des partenaires, vers des centres d'accueil, etc., en fonction de la problématique concernée. La police a nos leaflets. Quand il y a des cas de violence dans la maison, ils désamorcent la tension tout de suite, ils remettent notre leaflet pour un travail de fond. Donc, et ces gens prennent contact avec nous et on essaye de travailler avec ces personnes. Quand quelqu'un est dehors, il n'a pas de papier, on peut les renseigner. Voilà, on peut les aiguiller. Par exemple, il peut être malade, il ne sait même pas qu'il y a des infirmiers qui sillonnent nos rues et on leur donne un peu de dignité. Le fisc est le fait de les demander de venir jusqu'ici, de prendre un café. Il y en a d'autres, nous avons des sacs, il y a des fois, on donne des habits que nous-mêmes nous recevons d'autres structures. Donc on donne un café, il y a des gens qui ont déjà fait je ne sais pas combien de temps sans pouvoir se laver, ils peuvent prendre une douche. Mais après ça, ça ne se limite pas là. On leur dit, voilà vos droits. Voilà ce que vous pouvez faire pour vous mettre en ordre. Voilà ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire, par exemple. Toute victime d'une agression sexuelle peut bénéficier d'un soutien ou d'un accompagnement
au sein de la SBL, ou également l'entourage des victimes également. On a 3 types d'aides possibles. Soit un accompagnement psychologique sous forme de consultation, soit un accompagnement juridique aussi sous forme de consultation, ou un accompagnement social qui peut se faire sous forme de consultation, ou même les assistants sociaux peuvent éventuellement accompagner la personne sur place lors d'une démarche ou l'autre s'il y avait un souci. Et notre ligne téléphonique qui sert de permanence d'information et de prise de rendez-vous éventuelle. On répond aux demandes en fait, et donc si une école a envie d'organiser une thématique de quelques heures ou plus sur la problématique de l'agression sexuelle, eh bien on répond sporadiquement et donc on vient avec un matériel pour animer, on passe des reportages et autres dans les écoles et on a un vrai travail de prévention, d'animation et on met en garde en tout cas sur les différents dangers possibles que les adolescents peuvent rencontrer lors de soirées ou autres avec des adultes ou même entre eux, quoi. Les victimes sont le plus souvent dans d'énormes souffrances qui leur pourrissent le quotidien et donc il y a finalement presque aucun risque à prendre son numéro de téléphone et venir nous contacter. Peut-être qu'il y aura une rencontre bénéfique qui débouchera sur quelque chose de positif pour les personnes. Mais voilà, on ne peut faire, nous, que garantir le fait qu'on ne va pas juger et que ça peut se faire de manière anonyme. Après ça, c'est toujours un processus d'une rencontre d'une personne envers une autre et c'est ça qui finalement peut être le plus soignant ou le plus thérapeutique. Je pense que voilà, c'est un réel problème. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on est, d'après les statistiques policières, à plus ou moins entre 7 et 8 viols, enfin dépôts de plainte en tout cas au niveau de la police pour agression sexuelle par jour. Voilà, donc c'est un problème qui n'est pas à prendre à la légère. Et donc je pense qu'effectivement, si on veut résoudre ça, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Et tout le monde peut améliorer, je pense, la manière dont on se préoccupe de ce problème-là, c'est sûr.